Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo très particulière puisque je reçois une star mondiale et intergalactique, comme on dit dans le milieu, pour la sortie du tome 3 de Saint Seiya, les Chevaliers Zodiac Time Odyssey. Je veux bien sûr parler de Jérôme Adquier. Salut Jérôme, comment vas-tu bien ? Salut, tout va bien, je te remercie. Eh bien écoute, merci infiniment de nous consacrer du temps et d'être avec nous. Ça fait super plaisir de fêter cet événement avec toi parce que c'est quand même un troisième bébé. Oui, ça y est. Et il a mis un peu plus que 9 mois, lui, à arriver. Hein. J'aimerais bien avoir une gestation de 9 mois, mais ça prend un petit peu plus de temps. Pour être très exact, celui-là, il a coûté 3500 heures de travail de mon côté. Il a eu du mal à passer celui-là, mais je suis content de son arrivée en tout cas. Ben écoute, en tout cas, bravo à toi, hein, vraiment, ça nous fait extrêmement plaisir, puisque bien entendu, on est très nombreux à avoir découvert le tome 3, on va en parler juste après. Alors, on va s'intéresser un peu plus à Time Odyssey. Est-ce que tu peux nous dire comment est né le projet Sensei Time Odyssey, s'il te plaît ? Le projet, il est né de la collaboration avec Kana pour Mémoire de l'Arcadia. On avait à peine commencé Mémoire de l'Arcadia d'Albator, qu'on se projetait déjà pour savoir qu'est-ce qu'il y aurait après Mémoire de l'Arcadia. Et en fait, l'éditeur papier de Maître Matsumoto, avec qui on travaillait, qui était notre interlocuteur pour atteindre Leiji Matsumoto, c'est Akita Shoten, et c'est aussi l'éditeur papier de Maître Kurumada. Et quand on a discuté un petit peu et qu'on a vu que ça se passait vraiment très bien avec Akita Shoten, plutôt que eux ont vu que ça se passait bien avec nous, ils nous ont dit, est-ce que vous avez envie de faire d'autres choses après Mémoire de l'Arcadia, continuer sur Albator ou autre chose? Et on a dit, écoutez, vous avez la licence Saint Seiya, je vous cache pas que j'ai grandi avec, je me suis nourri de Saint Seiya quand j'étais gamin, j'ai appris à dessiner grâce aux dessins animés des Chevaliers. Donc si on pouvait faire quelque chose avec Maître Kurumada, ce serait génial. On a expliqué au Japon qu'on voulait faire un projet BD étendu sur 5 tomes, même si on n'avait pas encore trop d'idées sur ce qu'on allait raconter, mais au moins 5 tomes pour faire un coup de projo sur chacun des 5 chevaliers de bronze. Et puis Akita Shoten est allé rencontrer Kurumada pour lui expliquer. Et pareil qu'en 10 minutes, c'était réglé. Ils ont su convaincre le maître que c'était intéressant comme ça de faire cette collaboration-là. Et puis ça a démarré. Ça a démarré comme ça. Et là, une fois qu'on a eu le feu vert de principe, là, on a commencé à bachoter et à travailler sur le scénar, quel était le cahier des charges, quel était le cadre qu'on devait respecter, etc. Mais ça s'est fait comme ça. Voilà. Deuxième question, Senseiya, comme tu as dit, c'est vraiment une grosse licence. Combien de tomes tu as prévu pour Time Odyssey ? A priori, l'idée, c'est de mettre en fait un coup de projo sur chacun des 5 chevaliers de bronze. Voilà, donc le premier était sur Ikki, le deuxième sur Shun. Le troisième qui vient de sortir, vous l'avez derrière, c'est sur le chevalier du cygne. Le quatrième sera sur Shiryu et la dernière partie, naturellement, sera sur celui qui manque, celui qui vient toujours à la fin pour gagner, c'est le chevalier Pégase. Très bien. Voilà. Mais ça va être long, cette dernière partie, elle va être longue. Vu où on s'arrête à la fin de Shiryu, ça risque d'être un petit peu long derrière, donc on ne sait pas encore combien de temps va prendre cette dernière partie, cette dernière des 5 parties. Après Ikki et Shun, c'est Yoga, donc le chevalier du cygne, qui est maintenant au cœur de ce volume 3. Alors, comme l'indique le trailer, les événements se déroulent à Bluegrad, un lieu donc emblématique que les fans du manga connaissent bien. Pourquoi avoir fait le choix de ce cadre et de cette timeline en particulier ? Tout simplement, déjà, qui dit yoga dit pays de glace. Donc, il fallait que l'album se passe dans un pays plutôt froid, nordique. Donc, il y avait plusieurs potentiels lieux. Il y avait évidemment là où Yoga s'est entraîné pour devenir chevalier. Mais bon, on ne savait pas trop quoi y faire de spécial, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui est décrit. C'est le village voisin qui s'appelle le village de Koutek, si je me souviens bien, là où habite Jacob. Tout à fait. Yakov en VO. Finalement, à part des glaces et juste une armure du cygne dans un glacier éternel, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être un bateau un peu sous l'eau, mais voilà, tu as vite fait le tour. Et ça a déjà été largement exploité. Il y a évidemment le monde d'Asgard, que tout le monde connaît quand il a regardé le dessin animé dans les années 80. Mais ce monde d'Asgard, il est absolument inaccessible pour nous, puisqu'il appartient à l'œuvre animée et que, pour les raisons qu'on a déjà expliquées à de nombreuses reprises, nous, on a la possibilité de faire quelque chose à partir du manga, donc l'œuvre canon du maître.
Et du coup, Asgard n'existe pas dans ce cadre-là. Il y avait un décor, enfin un lieu qui n'était par contre pas du tout exploité en animé, mais qui existe dans le monde de Maître Kurumada. C'est Bluegrad, qui est en fait le lieu où se passe la Cygnus Story, la petite histoire qu'il avait écrite et publiée juste après la fin des 12 maisons et juste avant d'attaquer la partie Poséidon. Et cette Cygnus Story, elle a servi de base pour, du moins les personnages qui ont été faits dedans, et les lieux un peu des contrées nordiques totalement perdues au milieu de la neige, ont servi de base pour la construction du deuxième film, le film d'Asgard, et puis plus tard pour la création du filler série télé Asgard. Mais malgré tout, ces personnages-là et ces lieux-là, ils existent sous le nom de Bluegrad et de Blue Warrior dans le monde de Maître Kurumada. Et quand on a demandé si c'était possible d'explorer ce monde-là à Maître Kurumada et à Akita Shoten, ils nous ont ouvert les portes en nous disant « Mais oui, absolument, vous pouvez tout à fait, en respectant ce qui a été fait dans la Cygnus Story ». Et on leur a demandé qu'est-ce qu'il y avait en plus de la Cygnus Story et du Cosmos Spécial, donc les grandes chroniques des guerres saintes, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme documentation, comme bibliographie signée Maître Kurumada sur le monde de Bluegrad. Et c'est là qu'ils nous ont envoyé, en effet, toutes les informations du fait que le monde de Bluegrad avait été créé par 8 chevaliers à l'époque mythologique où Athéna a gagné sa première guerre contre Poséidon. Elle a enfermé l'esprit de Poséidon dans une urne et elle est allée sceller avec ses 8 chevaliers d'Athéna, elle est allée sceller l'esprit de Poséidon et donc l'urne d'Athéna dans un pays nordique. Et les 8 chevaliers qui sont allés sont restés sur place, ont veillé sur l'âme de Poséidon et ont construit ce qui devient le pays de Bluegrad, et leurs descendants sont devenus les Blue Warriors. Ça, c'est ce qui est la mythologie kurumadienne et senseiesque, et c'est justement comme dans notre histoire, on était plus ou moins après la bataille de Poséidon contemporaine, on s'est dit, ben voilà, c'est un lieu qui paraît peut-être idéal. On a de nouveau Athéna du présent qui vient d'enfermer le Poséidon du présent dans l'urne d'Athéna du présent. Eh ben, accompagnons Athéna jusqu'au pays de Bluegrad pour qu'elle y redépose l'urne qui n'aurait jamais dû en partir. C'est ça le point de départ de notre projet. Alors, merci pour toutes ces précisions. Voilà, on va pas trop spoiler quand même tout ce qui se passe dans le tome 3. En tout cas, merci d'avoir rappelé que ton œuvre se base non pas sur l'animé ni les films, mais bien sûr sur l'œuvre de Maître Kurumada, à savoir le manga Senseiya, que Bluegrad n'est pas Asgard, même si bien sûr, comme tu l'as rappelé, les films et la série télé s'en sont inspirés. Et j'en profite pour rebondir là-dessus en disant que le tome collector du volume 3 est extrêmement riche, notamment en informations de tout genre, et que tout est expliqué à la fin du tome. Et quand je dis la fin du tome, je suis très méchant parce que j'ai même l'impression, j'ai pas compté les feuilles, mais j'ai même l'impression qu'il y a plus de feuilles justement entre le side story, entre toutes les explications, entre la chronologie, entre toutes les anecdotes, etc., que je dirais la BD. Donc c'est vraiment très 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 riche en détails. Ouais, on a essayé en effet parce qu'il y a eu beaucoup de travail de création de lieux, création de décors, création du monde de Bluegrad complètement parce qu'il est quasiment pas vu dans la BD de Maître Kurumada. On voit un petit peu le palais mais pas plus. Et donc il fallait recréer tout le monde et puis on a essayé aussi de garder un peu le principe chevalier quoi. Il faut grimper des maisons pour aller jusqu'à la chambre du pop, il faut grimper pour aller jusqu'au palais d'Hilda de Polaris dans la série Asgard et tout. Il faut grimper, traverser toutes les prisons d'Hadès ou casser tous les piliers de Poséidon. Donc là, on a voulu construire en effet un monde général qu'il fallait traverser pour faire ce qu'on a à faire dans le tome, histoire de ne pas spoiler. Et ça demandait justement la création de tous ces lieux, de tous les personnages qui y habitent, etc. Donc ça a demandé beaucoup de bibliographie, beaucoup de créa. Et c'est dommage de ne voir juste que le résultat en fond de case, alors qu'on pouvait justement faire profiter de toute la partie créative, le pourquoi du comment on a créé comme ceci ou comme cela. Je trouve ça toujours vachement intéressant. Et donc c'est vrai que ça représente une grosse quantité de pages à la fin dans les bonus. Alors, avis aux fans, si vous aimez les explications, si vous aimez les justifications et tout ce qu'il y a à savoir sur un univers, rassurez-vous, dans le volume 3 de Time Odyssey, le volume 3 collector, bien évidemment, tout est révélé, tout est expliqué. Donc, pas de souci là-dessus. De toute façon, de manière générale, si vous êtes fan hardcore de Senseiya, passez votre chemin sur le classique et prenez le collector parce que il y a tellement de choses en plus dans le collector qui vont satisfaire qui vont être vraiment
orienté pour le plaisir des fans que ce serait dommage de passer à côté de ça en prenant le classique. Évidemment, s'il n'y a pas le choix, classique, mais si vous en avez la possibilité, surtout prenez le collector. Alors, j'osais pas le dire, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis. Prenez le collector, vraiment, ça vaut le coup. Je fais un appel de pied également aux éditions Kana qui ont vraiment fait un travail extraordinaire. La qualité du papier, la qualité d'impression. Vraiment, voilà, pour parler, on va dire crûment, on en a pour notre argent. C'est-à-dire vraiment. Ouais, alors je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'il y a un truc qui est vachement important. Les éditions, de manière générale, les éditions de livres, elles prennent de plein fouet l'augmentation des matières premières. Le papier en fait partie. Et conserver un prix constant entre le premier et le troisième tome, c'était déjà pas forcément facile. Mais quand vous rajoutez que vous travaillez avec un auteur comme moi, qui en plein milieu de l'album vous dit « Bon, écoutez, j'ai besoin d'un livret de 8 pages en plus pour raconter ma BD. » Et quand je leur explique après que, vous savez, le monde de Bluegrad, il est tellement vaste que j'ai besoin de 8 pages de plus de bonus pour faire partager aux gens toute la création du monde, les décors, les personnages, machin, etc. Et qu'à l'arrivée, je rajoute 16 pages et que les éditions Kana me disent « Ok Jérôme, si c'est dans l'intérêt du lecteur, dans l'intérêt de Senseiya, dans l'intérêt de Time Odyssey, on te les donne. Et en plus, on conservera le même prix et c'est nous qui prenons en charge les surcoûts que les pages en plus créées, machin. » Vous pouvez tirer un gros coup de chapeau à Kana parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient augmenté le prix en fonction de l'augmentation du nombre de pages. Et eux, ils ne l'ont pas fait pour que chaque album reste au même prix. Et du coup, bravo Kana là-dessus, quoi. Et quand j'entends tout le bad buzz qu'il peut y avoir parce que on est allé chercher son album et puis on n'a pas pu avoir son ex-libris de yoga ou de ceci ou de cela, et que c'est un scandale, etc. N'oubliez pas quand même que tous les efforts qu'il y a derrière d'une maison d'édition, on n'est pas parfait, hein. Il y a des dysfonctionnements, des choses comme ça, mais sortir cet album à ce prix-là, conserver, ça veut dire aussi que on peut pas mettre un ex-libris à l'intérieur du collector sans une modification importante du prix. Et ça aussi, c'est une sorte de règle, au moins pour ces 3 albums. Bon, après, on verra pour le futur, parce que si évidemment ça augmente vraiment trop, on sera obligé de s'y adapter. Mais pour ces 3 premiers albums, ils ont vraiment voulu conserver le même prix. Ça veut dire aussi que tout ce qui est ex-libris, ça peut pas être glissé à l'intérieur, parce que sinon ça fait exploser le prix de fabrication du collector et ça ferait aussi exploser le prix. Et si vous n'avez pas l'ex-libris à l'intérieur, ce qui vous fait râler, certaines personnes, je vois, râlent parce que l'ex-libris n'a pas été mis à l'intérieur, c'est parce que sinon vous auriez payé beaucoup plus cher le collector et que c'était important pour nous de conserver le même prix. Et voilà, donc je pense que c'est plutôt quelque chose de très positif pour Kana et ce serait bien d'arrêter un peu le bad buzz sur les ex-libris qui ne sont pas à l'intérieur des coffrets. Voilà. On va essayer de faire en sorte que les choses puissent évoluer, que voilà, mais gardez ça en tête, on essaie de faire au mieux pour vous donner toujours le maximum possible. Merci Jérôme pour toutes ces précisions, merci à Kana. Je rappelle que si vous n'avez pas eu votre ex-libris, vous pourrez toujours en retrouver au moment des séances de dédicace et en convention pendant la tournée donc, de Jérôme Alquier qui aura lieu tout au long de l'année. On en parlera juste à la fin. Moi, je vais en avoir un pour les séances de dédicace, comme tu l'as dit, qui sera un peu un exclusif. C'est sympa d'avoir quelque chose d'exclusif quand tu as la possibilité de rencontrer l'auteur. Et puis, ça ne veut pas dire que si les ex-libris ne sont pas arrivés aujourd'hui dans les librairies, peut-être que la semaine prochaine, ils y seront, s'il y a eu un souci de distribution. Donc, continuez à demander à votre libraire, est-ce que vous avez reçu les ex-libris, etc., quoi. Mais n'oubliez pas que c'est un cadeau. C'est un cadeau, un petit truc en plus qui ne vous coûte rien à vous, mais qui a coûté du temps de travail à l'auteur, de l'argent à fabriquer, de la gestion en termes de distribution, de la gestion pour les libraires, de le mettre à disposition et voilà, et aussi du temps de validation auprès du Japon à qui on a convaincu que ça peut être intéressant aussi pour des collectionneurs d'avoir un petit ex-libris. Et voilà, ils n'étaient pas obligés non plus de nous dire OK pour un ex-libris. Donc je sais que tout le monde n'est pas servi et que forcément ça crée de la frustration. Je l'entends parce que je suis moi-même collectionneur, donc je peux tout à fait entendre que ça crée de la frustration, mais j'attire juste l'attention de ne pas créer un bad buzz autour de ça, autour de votre déception ou de votre frustration, mais de prendre comme cadeau quand vous l'avez. Et tant pis, si vous l'avez pas, vous aurez peut-être le prochain, vous en aurez peut-être un autre, etc. Parce que s'il y a trop de bad buzz,
peux vous assurer, c'est pas une menace, hein, mais je peux vous assurer que sur le tome 4, il y aura même plus d'histoire à avoir parce qu'il y aura plus d'Ex Libris. Donc, si vous voulez quand même avoir encore cette possibilité d'avoir cette petite collectionnite aiguë d'Ex Libris, voilà, sachons apprécier quand on obtient les choses et ne pas être trop frustré quand on n'arrive pas à avoir un cadeau que de toute façon on n'a pas payé. Voilà, c'était juste cette parenthèse-là et j'espère que Et je comprends, je suis le premier à comprendre la frustration des gens. Je suis collectionneur, donc je suis le premier à le comprendre. Merci Jérôme de nous avoir donc rappelé tout ça, c'est très très important. On enchaîne donc sur la question suivante. Ijirak, Nuke, Algon ou encore Eric du Valraven, mon perso préféré à titre totalement subjectif du tome 3. Tels sont les noms. Ça fait plaisir. Ah, ben écoute, en tout cas, Ça fait plaisir pour ton perso préféré. Moi aussi, c'est mon perso préféré. Je l'adore, franchement, je l'adore. Donc, tels sont les noms de quelques nouveaux personnages présents dans ce tome. Il y en a encore d'autres. Alors, d'où te vient cette inspiration pour intégrer de nouvelles figures et des nouvelles armures à Time Odyssey? Déjà, il y a 12 heures à créer, donc il faut bien les créer. Déjà. Il y a beaucoup de lepta aussi, puisqu'il y en a 60 par heure. Alors évidemment, je vais pas toutes les créer, là, sinon je suis mort. mais oui, c'est sympa de créer plein d'armures différentes. Et puis, c'est rigolo aussi de se livrer à cet exercice-là, parce qu'on essaye de faire en sorte que les heures aient à peu près toute la même charte graphique et la même couverture de corps. Un petit peu moins pour les armures des lepta. Hein, on retrouve un petit peu la couverture de corps d'une armure d'or ou d'une armure d'argent et voire de bronze. Et puis les noms, achetez le collector et vous verrez d'où ils viennent, les noms. Le Eric Valraven, par exemple, c'est un genre de corbeau, le Valraven. Hein, mythologiquement, c'est une sorte de corbeau qui vole dans la mythologie scandinave, qui vole au-dessus des champs de bataille et qui se repaît des cadavres qui sont sur les champs de bataille. Et en fait, on raconte qu'en mangeant les cadavres, et notamment les yeux des cadavres, on commence par ça parce que c'est la partie la plus molle du corps, et ça absorbe une partie de la puissance du guerrier qui est allé sur le champ de bataille. Donc, on a récupéré cette mythologie-là pour essayer de l'utiliser au personnage. Quant au nom de Eric, vous le verrez aussi dans l'album, comme c'est un corbeau, le Valraven, eh bien, ça nous a fait penser à Eric Draven, qui est le héros de The Crow, le comics de James O'Barr, qui a une petite histoire pour Arnaud et moi. Donc voilà, tout ça a fait que... C'est souvent plein d'histoires, en fait, qui n'ont pas forcément un rapport direct avec Saint Seiya, des fois, mais c'est assez rigolo, quoi. Arnaud aime beaucoup trouver des noms sympas. Eric, ça, c'est un petit cadeau que je lui ai fait pour rendre hommage à notre passion pour The Crow. Mais après, il y a des noms... Arnaud adore ça. Notamment la carte de Bluegrad avec le promontoire de machin, les ruines de bidule, la terrasse de Trucmuche et tout. J'ai pas retenu moi-même les noms parce que je les ai écrits une fois. J'ai demandé à Arnaud qu'il me les écrive. Il m'a sorti des trucs à chaque fois, toujours avec une argumentation qui va bien et tout. Mais ouais, c'est chouette. C'est sympa et ça donne un petit peu plus j'ai envie de dire presque de crédibilité. T'as l'impression qu'ils existent. En fait, s'ils ont un nom comme ça, c'est qu'ils doivent exister. Et je trouve ça sympa. Voilà. Ah ben, ils existent grâce à toi et donc grâce à Arnaud Dolène. Et notons que, également, on peut dire que dans ce tome 3, on reste sur le thème de la glace, mais en touchant un peu toutes les mythologies. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour laisser au lecteur le soin de découvrir justement la richesse des adversaires qu'il y a dans ce nouveau volume. Mais voilà, on est très présent sur le thème de la glace, mais on a emprunté un petit peu à certaines mythologies du monde pour rester dans ce thème-là. Alors, ouais, je peux faire un petit commentaire si tu veux, mais vas-y. On s'est posé la question si on faisait un truc de mythologie grecque ou si on ouvrait les mythologies aux autres mythologies du monde. Et quand on regarde l'œuvre de Kurumada, où on a l'impression que c'est que de la mythologie grecque, c'est pas vrai en fait. Parce qu'il y a plein d'autres mythologies, notamment dans Hadès. Quand vous regardez le juge des enfers, Wyvern ou même le Garuda, c'est absolument pas des mythologies grecques. Donc, ou même Pharaon. Donc, on s'est rendu compte que Maître Kurumada, il aime beaucoup en fait les autres mythologies. Et on s'est dit, on va prendre le choix que, évidemment, Chronos, c'est la mythologie grecque, mais que Chronos va choisir, enfin, c'est pas tout à fait le terme, mais pour rester simple, il choisit 12 guerriers pour représenter ces 12 heures, mais qu'il les choisit un peu partout dans le monde. Et comme c'est lui qui fabrique les armures
non pas les armures prédéfinies et on choisit des guerriers pour les porter, mais on choisit les guerriers et on fabrique une armure en fonction du guerrier. Ça nous permettait que, comme les guerriers sont choisis un petit peu partout dans le monde, Chronos s'intéresse aux croyances guerriers ou de la guerrière choisie, comme par exemple Arctos, qui est choisi en Écosse, qui a toute la mythologie écossaise derrière lui, une armure du Kelpie, parce que le Kelpie, c'est un animal chimérique de l'Écosse, quoi, au même titre que la Valkyrie Éastre dans le tome 2, parce qu'elle est suédoise, puisque Aphrodite était suédois aussi, eh bien elle a grandi avec les guerrières Valkyrie, et donc il va lui créer l'armure qui correspond à elle, c'est-à-dire l'armure de la Valkyrie. Ça nous permet comme ça de se balader un petit peu de mythologie en mythologie, et je pense que c'est plutôt sympa pour le lecteur, et en tout cas c'est un argument qui a énormément plu à Maître Kurumada et au Japon quand on l'a proposé. Et je sais, bon, pour le tome 3, j'ai pas eu ce retour-là, mais pour le tome 2, il nous disait qu'il aimait énormément les bonus, où justement, on rappelait les mythologies de chacune des armures des heures, parce que c'était très intéressant d'aller plus loin que la simple forme d'une armure, ou parce que ça ressemble à un animal chimérique qui est juste joli, quoi. Voilà. Tout à fait. Merci de ces précisions, en tout cas, et merci de l'avoir rappelé, ce qui est un petit peu le cœur et l'essence, justement, de Senseiya. Ce qui nous amène donc à la 5e question. On en a parlé tout à l'heure. La version collector est vraiment magnifique. Il y a 2 pages inédites de BD. Il y a un dossier bonus de 24 pages. Il y a 8 pages de side story. Donc, tout y est extrêmement détaillé, comme la carte complète de Bluegrad, la chronologie donc du volume 3, la mythologie des personnages, etc., etc., etc. Pourquoi justement autant de précision? Est-ce que c'est pour contenter les fans qui, on le sait, sont toujours très pointilleux, ou c'est plutôt pour montrer toute la réflexion et tout le travail qui a été fait autour de cette œuvre par toi et par Arnaud? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait de documentation, et quand tu veux, comme c'est notre ambition, réussi ou pas, j'en sais rien, c'est à vous de le dire, mais comme c'est notre ambition d'essayer d'agrandir le lore de Senseiya, et peut-être de raconter des choses qui viennent s'imbriquer dans l'œuvre originale, en fait, à chaque fois qu'on va créer quelque chose, il faut se poser la question de sa cohérence, et si ça ne crée pas quelque chose qui est justement incohérent avec l'œuvre originale. Et bon, alors, je vais évidemment pas parler de ce qu'on apprend dans tout le tome 3, mais le voyage du bateau avec la maman de Yoga et le naufrage du bateau, c'est quelque chose qui est présent dans l'œuvre originale, et si on y fait référence et qu'on vient rajouter des choses dans cet environnement-là ou dans l'environnement de Bluegrad, etc., il faut vérifier que tout soit cohérent et que tout corresponde en termes de date. Donc il y a eu un travail de chronologie de ce qu'on rajoutait par rapport à la chronologie originale de Senseiya, qui était déjà pas forcément évident à mettre en place. On n'était même pas toujours d'accord avec le Japon sur l'exacte chronologie des événements, quel âge avait exactement Yoga, quand le bateau a sombré, etc., etc. Donc il a fallu remonter tout ça à partir de tous les albums de Maître Kurumada. Déjà ça a été long. Mais après, quand on vient encore raccrocher de nouveaux wagons à tout ça, il faut tout vérifier. Ça nous a demandé, et même le Japon nous l'a demandé, de faire une énorme chronologie complète de tous les événements, évidemment qui se passent dans l'album, mais aussi de tous ceux qui sont en référence de l'album, c'est-à-dire les flashbacks, les choses comme ça. Et il y en a beaucoup dans cet album-là, il y en a vraiment énormément, et ça remonte jusqu'au temps mythologique, comme on a dit tout à l'heure, avec Luan d'Athéna. Tout ça pour dire que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail de documentation, beaucoup d'échanges avec le Japon, et c'est tellement agréable de partager tous ces échanges, de faire rentrer le lecteur fan à l'intérieur un petit peu des arcanes de cette communication avec les ayants droit, que c'est dommage de s'en priver, et c'est dommage de ne pas leur partager ça, quoi. Et c'est vrai que ça représente beaucoup de pages, ça représente beaucoup d'échanges avec eux. Perso, moi ça me plaît, quand je regarde un film qui me plaît vachement, j'ai tendance à regarder tout de suite le DVD bonus pour voir les secrets de fabrication, les secrets de tournage, les études graphiques, etc., quoi. Et le collector est justement là pour partager tout ça avec le lecteur. Et plus on en a à partager, mieux c'est. Et cet album-là en particulier, je pense que ce sera même celui qui sera le plus fourni des 5. Cet album-là avait tellement de recherches biblio, tellement de graphiques, tellement de recherches graphiques, je voulais dire, tellement d'aller-retour avec le Japon pour vraiment être sûr de la chronologie, ne pas faire d'erreurs, etc., que forcément ça donne un album beaucoup plus fourni que le reste. Donc c'est un goût personnel, c'est l'envie de le faire partager aux autres, et c'est surtout un travail de documentation énorme pour ce tome 3.
Merci à toi. Alors, 6e question, Jérôme. Quand tu réalises un travail de bande dessinée sur Senseiya ou Albator, quel type de lecteur vises-tu? Plutôt des passionnés la première heure ou un public plus large? Les deux, mon général. Les deux, mon général. Mais, en fait, un projet comme celui-là, c'est... Il y a beaucoup de fans hardcore, évidemment, qui aiment Senseiya. Donc, si tu fais un projet et que tu ne t'adresses pas à eux, hashtag le dernier film, tu peux être certain qu'ils vont te tirer à boulet rouge dessus. Or, tu n'as absolument pas envie de ça. Donc, tu as intérêt à les prendre en compte et à les respecter. Donc, c'est notre objectif numéro 1. Notre objectif numéro 2, c'est aussi de permettre à des jeunes générations qui ne connaissent pas forcément Senseiya de découvrir au travers de la BD, et peut-être aussi pour des gens qui connaissent mais qui n'ont pas regardé depuis très longtemps, genre ceux qui n'ont pas des bacs plus 18 en Senseiya comme toi et moi, et comme à mon avis beaucoup de gens de ta communauté, pouvoir se dire ah oui ça je regardais, ah oui ça c'est le gars qui inversait la cascade, il y avait un dragon qui sortait de l'eau comme ça, ah oui lui c'est celui qui envoyait des météores et tout, et il faut en fait perdre personne. Donc il faut que tu fasses un album qui s'adresse à peu près à tout le monde, mais ce qui est sûr c'est que quand je l'aborde, je veux qu'il s'adresse, je veux qu'il soit calibré pour pouvoir plaire aux fans hardcore. Parce que je suis fan hardcore et j'ai envie de faire un album, plutôt, je fais un album que j'aurais aimé lire. Donc voilà. Et puis, qui peut le plus, peut le moins. Tu peux faire un truc hardcore tout en étant compréhensible pour le tout un chacun, quoi. Tu as totalement raison. Rappelons, sans faire polémique, que quand même des licences comme Senseiya ou Albator véhiculent des valeurs humaines qui sont très très importantes. Donc on compte sur vous, la communauté, pour la transmission. C'est très très important. On sait que vous êtes nombreux justement à faire découvrir tout ça à vos enfants, à vos proches, à vos familles. Donc n'hésitez pas, continuez, puisque comme vous l'entendez, l'œuvre de Jérôme est pour vous, mais elle est aussi pour vos enfants. Donc n'hésitez pas. Là, avec la sortie du tome 3, donc évidemment, on reçoit beaucoup de messages et beaucoup de témoignages de ce que les gens ont pu ressentir en lisant les albums. Et je trouve ça génial parce qu'on reçoit beaucoup de photos aussi. Et il y a plein de boutchous qui ont les 3 albums sur la table, qui sont en train de bouquiner sur le canapé, à la table de la cuisine et tout. Plein de boutchous, et ça me fait super plaisir de voir qu'en effet, les parents qu'on est devenus ont transmis aux enfants qu'on a aujourd'hui, nous-mêmes qui étions les enfants de cette époque-là, quoi. C'est beau, c'est très très beau. Une fois Time Odyssey terminé, est-ce que tu envisages une suite ou bien souhaites-tu t'orienter vers un tout nouveau projet? Je vais faire le projet de dormir un peu parce que je dors pas beaucoup. C'est un beau projet. Je suis très fort à ce projet, moi aussi. Tu me raconteras comment tu fais. Non, très sérieusement, Time Odyssey, ça va nous prendre encore à peu près 3 ans, enfin 2 ans. 2 ans de gros travail. J'ai d'autres envies, d'autres licences, d'autres projets. Je peux pas en parler, mais des projets qui sont indépendants de Senseiya et pourquoi pas d'autres qui pourraient y être liés. Donc on verra bien, on verra quand le moment se présentera, mais évidemment ce moment se prépare maintenant en coulisses, mais malheureusement comme je viens de le dire, c'est la coulisse, quoi. C'est les coulisses. Donc après un repos bien mérité, un nouveau projet, mais on verra en temps en heure ce qu'il en sera. Voilà. Enfin, on le communiquera en temps et en heure. Évidemment, on est déjà dessus parce que sinon, ce sera trop tard d'attendre la fin pour s'y intéresser. Mais après un repos bien mérité de 2-3 jours, de 2-3 heures. D'autres choses. De 2-3 heures. Ouais. On annoncera d'autres choses le moment venu. Ouais. Alors, Jérôme, parle-nous un peu de toi. Tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Réponse de ma femme, oui, il est marié, et oui, il a des enfants. Qu'est-ce que tu dis? Oui, il a une vie après 8h30 du soir, c'est ça? Bon, ça va, on a encore un peu de temps. 3 enfants. Marié, 3 enfants qui sont grands maintenant. Le dernier sera majeur d'ici 2 mois, donc oui. Ma femme a 3 chats, moi j'ai 2 chiens, elle a des poissons rouges et un lapin. C'est une famille très nombreuse, extrêmement nombreuse. Nombreuse auquel on pourra ajouter une collection de 15 bisounours
et je n'ose pas citer le nombre de figurines de Senseiya. Je suis un gros fan de Bisounours, moi. Ah ben bravo, bravo, total respect, parce que je pense que les Non, mais miens... ils font peur à ma femme, en fait, les bisounours. Comme c'est les bisounours que j'avais quand j'étais petit, ils ont pris un peu la poussière, Ah un peu bah ouais, forcément. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont une tête un peu de psychopathe, et du coup, ils font peur à ma femme, mais moi, je les trouve trop beaux. Je te comprends. J'avais pas de bisounours, moi j'avais des kikis. Mais bon, ça c'est encore... Ah, bah ouais. Ouais, c'est encore un autre trip, ça. D'ailleurs, Des on bons a... chichis, s'il te plaît. Des bons chichis, ça a changé de nom maintenant. Et oui, voilà. Ouais, mais nous... ouais, non, mais de toute façon, dans Sensei à Mais bien Kiki, et donc forcément, hein, Kiki, la poupée, le personnage, voilà, ça se recoupe, ça se retrouve. Alors, est-ce que tu t'es déjà rendu au Japon pour les loisirs ou pour le travail, par exemple? Ni l'un ni l'autre. J'y suis jamais allé. Et c'est donc... J'aimerais bien pouvoir y aller. Ma femme aimerait bien qu'on y aille aussi. Je pense que les enfants aimeraient bien qu'on y aille aussi. Mais non, j'ai pas eu l'occasion et j'espère toujours qu'avec le boulot que je fais, je serai peut-être invité, qui sait, à aller dédicacer là-bas, ou pour le boulot, ou pour rencontrer un auteur et tout, je sais pas, mais pour le moment, non. Ça fait partie des choses qu'on pourra faire une fois qu'il y aura peut-être un peu moins de travail. Je sais pas. Alors, rappelons quand même que Time Odyssey est sorti au Japon. Ouais. Time Odyssey est sorti au Japon, en plus à la demande de Maître Kurumada, donc ça c'est classe quand même, parce que c'est lui qui nous a fait ce très beau cadeau de valider nos albums français et d'imposer à Akita Shoten, donc son éditeur papier, de sortir Time Odyssey au Japon en version évidemment écrite en japonais, mais en version européenne et en couleur. Donc on peut, alors c'est un petit peu plus petit, c'est un format un peu comics, un petit peu plus petit que la BD franco-belge, mais voilà, le sens de lecture et le sens européen de lecture. Et tout est en couleur sur un papier glacé qui est vraiment de très très belle qualité, coupé en deux. Chaque tome est coupé en deux parties. Et c'est Maître Kurumada qui nous en a fait ce très très beau cadeau. Donc on le remercie évidemment énormément. Eh ben écoute, on te souhaite ainsi qu'à tes proches, à toute ta famille, y compris le chien, le chat, les poissons rouges, à découvrir ce magnifique pays, parce que franchement, tu le mérites. Jérôme, est-ce que tu as des personnages préférés, que ce soit en animé, en manga ou en bande dessinée? Dans Senseiya ou plus Oh, généralement? plus généralement. Parce que s'il y a Senseiya, c'est sûr que... Alors j'enlève Senseiya parce que après je te donnerai mes chevaliers préférés si tu veux, mais Avec plaisir. hors Senseiya, j'aime évidemment Harlock, mais ça c'est pas une surprise pour le Capitaine Albator, c'est certainement le personnage que je préfère le plus. J'aime beaucoup le manga de City Hunter en termes de qualité graphique pseudo-réaliste qui est absolument magnifique, de Tsukasa Ojo. En animé, on va faire un gros big up à l'Attaque des Titans en ce moment parce que c'est quand même quelque chose d'assez monumental. Titanesque, on va dire. Et tu m'avais dit en BD franco-belge aussi? Oui, alors donc là, tu es en train de nous dire que quand même, tu restes un petit peu accroché à l'actu anime et manga et tu regardes quand même des choses assez récentes. Pas grand-chose. Pour être honnête, pas grand-chose. J'ai découvert l'Attaque des Titans parce que beaucoup de gens en parlaient, donc j'ai voulu voir ce que c'était. Et comme toute la famille aime ça, c'est un petit peu notre série qu'on regarde tous ensemble en famille sur le canapé. Donc ça, on a regardé. Ma femme est très très fan de light novel comme Violet Evergarden, qui est absolument magnifique. Hein. Visuellement, c'est juste une tuerie. Les histoires sont larmoyantes comme il faut. C'est vraiment super beau. Je suis pas fan, mais je reconnais que c'est vraiment super beau. Et elle aime beaucoup ça. Elle regarde aussi beaucoup, et je trouve ça très réussi aussi. C'est les carnets de l'apothicaire. Et voilà, pour les trucs un peu récents. Et puis, oui, tu sais, j'ai un boulot qui se fait derrière mon bureau et je travaille toute la journée à dessiner. Donc, je mets des trucs en fond. Quand c'est pas un Grand Prix de Formule 1, quand c'est pas un match de l'OM, c'est de l'animé. Et comme ça me permet de découvrir des choses. Mais après, je suis pas très au courant de tout ce qui sort. Hein. C'est pas ma grande spécialité. Quoi. Oui, c'est pas ta priorité, mais c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. Bravo. Et donc, question un peu anodine. Quel est ton plat préféré? La raclette. Un truc très diététique. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Avec plein de pommes de terre, plein de fromage, plein de charcutaille. Voilà. Ça, c'est une raclette. Une raclette. Exactement. Exactement. Alors, justement, quel est ton top 3 dans Senseiya? De chevalier? Oui. Ou de personnage, pas forcément chevalier. Hein. Ouais. Chevalier de bronze, c'est Iki. Chevalier d'or, je dirais que c'est Saga et Shaka.
Et Chevalier d'Asgard Siegfried, sans aucun doute. J'ai dit Chevalier d'Asgard, pardonnez-moi, évidemment, c'est God Warriors ou Guerrier Divin, bien sûr. Ah, tu es pardonné, t'inquiète pas. Poséidon, j'aime beaucoup Sirène de Sorrent. Hades, alors là, la liste est longue, parce que c'est certainement ma partie préférée, Hades. Je dirais Shun en version Hades, que je trouve absolument génial. Enfin, cette partie-là, cette séquence où le frère s'oppose à son petit frère, c'est waouh. D'un point de vue scénaristique, d'un point de vue graphique, c'était juste un moment magique. Et puis, dans Time Odyssey, c'est Eric du Valraven. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est vrai que Sean Hades, on n'en entend jamais parler au niveau des fans, hein, je parle. Hein. Et c'est vrai que, comme tu le dis, c'est pas inintéressant parce que justement, tu as cette confrontation du grand frère face au petit frère. Et puis, c'est l'un des rares moments dans le manga où Ikki craque. Je veux dire, même quand t'as Casa de l'Omnade qui est transformé en Sean, Ikki reste de marbre. Dans Next Dimension, il reste de marbre aussi. Le seul moment où vraiment il craque, c'est quand il est entre guillemets opposé à son frère et qui lui arrache le cœur entre guillemets, même si ça se passe pas comme ça. Donc c'est vrai que c'est un passage très très émouvant et effectivement le personnage était quand même assez intéressant parce que jusqu'au dernier moment, voilà, Sean en dieu Hadès, c'est vrai qu'il fallait le sortir ça. Chers amis, cette interview est pratiquement terminée, mais Jérôme va nous faire un très très beau cadeau pour la chaîne, puisque en direct, vous le voyez, il nous fait une dédicace spéciale. On l'en remercie très chaleureusement. Merci beaucoup Jérôme. Voilà, comme ça on voit comment tu t'y prends. Il a le doigté, hein. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Franchement, ça va super vite. Alors, pendant que tu nous fais ce magnifique saga donc des Gémeaux... tu as reconnu, ça va. Ah oui, j'ai failli dire un autre nom, mais je ne veux pas spoiler. Est-ce que donc, tu peux nous rappeler tes dates de séances de dédicace et de convention prévues pour justement la sortie du tome 3 ? Eh ben, écoute, là, samedi qui arrive, on va se retrouver à Cagnes-sur-Mer chez mon ami Fred, mes amis Fred et Claire, à Made in Japan. Ce samedi, toute l'après-midi. Ensuite, le week-end prochain, donc c'est le week-end ça doit être du 7-8, quelque chose comme ça, novembre. On se retrouvera à Marseille au Hero Festival pour le samedi et le dimanche. 2 semaines plus tard, le week-end du 21, si je ne me trompe pas, je devrais être à Reims, que je me trompe pas, Bédérama de Reims, puis ensuite à Asnières le samedi et le samedi soir, une grande soirée prévue pour la collection Classics qui va se passer au Forum des Halles. Et enfin, le week-end encore d'après, c'est-à-dire le 28, quelque chose comme ça, on se retrouvera à Toulouse pour le TGS. Au mois de décembre, il y a d'autres dates qui sont prévues, dont notamment la librairie de mon ami Eric à l'Antre du Snorgleux à Marseille, ainsi que Cultura Plan de Campagne. C'est du côté de Cabriès. C'est aussi dans les Bouches-du-Rhône. Désolé, j'habite là-bas, donc il y a beaucoup de dates dans les Bouches-du-Rhône. Et ce sera pour le dimanche 14 décembre. Il y aura encore une librairie à Marseille, un petit magasin très sympa qui a ouvert l'an dernier, de mon ami Tony. Et ce sera le vendredi 20 décembre, en fin d'après-midi. Et ça s'appelle Metal Geek Solid. Merci pour toutes ces précisions, Jérôme. Donc, comme vous l'entendez, notre artiste, dessinateur, illustrateur, coloriste et également auteur a un agenda très 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 chargé. Si vous êtes dans le sud, vous pourrez le retrouver assez facilement. Notons que tu vas certainement continuer tes dédicaces et tes déplacements en 2025. Très certainement, oui. Voilà. Eh ben, il faut défendre un album, donc c'est sûr qu'il faut aller à droite et à gauche. Et c'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre des gens. Alors je sais qu'il y a des coins qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres d'accès pour moi, parce que c'est pas forcément facile. Là, j'étais le week-end dernier à Saint-Malo, j'ai traversé toute la France pour y aller, pour la sortie de l'album. Il y a des zones qu'on aimerait visiter, retourner en Belgique, ça me plairait beaucoup, dans le nord de la France.
peut-être une tournée dans le nord-est aussi, qui est prévue. Mais je suis pas le seul aussi à faire des tournées pour Senseiya. Il y a aussi Arnaud, qui est mon co-scénariste, qui sera aussi en dédicace. Alors, je connais pas, lui, toutes ses dates, mais il en a quelques-unes d'ici à la fin de l'année, mais il en a aussi beaucoup dans l'année prochaine. Merci à toi pour ces précisions. On salue bien entendu Arnaud Dolène et on lui transmet nos amitiés. Vous retrouverez également dans la vidéo les liens du Facebook de Jérôme où vous pouvez retrouver toutes les informations et également toutes les dernières infos pour le retrouver en dédicace avec le calendrier sur 2024 et sur 2025. Et bien sûr, on le remercie très chaleureusement d'avoir passé du temps avec nous pour ces dédicaces, pour ce très très beau dessin pour la chaîne. Merci Jérôme, on te souhaite succès et surtout beaucoup de travail dans la suite qui s'annonce et de nous avoir consacré du temps pour cette interview. Avec plaisir et bonjour à tous les fans de Senseiya. Restez connectés, il y a encore 2 tomes qui arrivent et j'espère que ça vous fera un super plaisir. Merci à toi, on va bien sûr continuer à te suivre très 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 prochainement. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires dans la vidéo, à éventuellement poser vos questions à Jérôme Alquier. Merci d'avoir suivi cette interview avec nous. On vous dit à très bientôt et au plaisir. Ciao ciao. Ciao.